L'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business. Voilà, c'est l'atelier numérique sur BFM Business, l'atelier qui fête ses 10 ans ici aux USA. Nous sommes à San Francisco, je vous rappelle, donc un rendez-vous exceptionnel. Tout à l'heure, on va parler de l'Internet des objets avec un Français passionnant qui est le responsable VP d'innovation chez Samsung. Et il viendra répondre à nos questions tout à l'heure. On évoquera avec lui, entre autres, ce hub numérique qui essaie de mettre en place Samsung pour connecter tous les objets. Notre invité, donc, lui, Julia, sera avec nous tout à l'heure. Il nous parlera, entre autres, de son parcours. Il a été un peu le papa de Siri, le Siri d'Apple, vous savez. Donc, on a pas mal de choses à évoquer avec lui. Ce sera dans une petite demi-heure, mais dans l'immédiat, Lila, on va s'intéresser aussi à un gros morceau parce que évidemment on parle de ces 10 ans de l'atelier ici aux US, mais on parle aussi de l'avenir. Et quand on évoque la voiture, la mobilité de demain, forcément il y a San Francisco. San Francisco est au cœur de tout ça. Hein. Alors, pour en parler, on a un panel assez exceptionnel d'invités. Messieurs, bonjour. Alors, Alexandre Bayen, bonjour. Vous dirigez l'Institut des études de transport. L'Institut de recherche sur les transports, ITS. Voilà, à Berkeley. Parmi vos nombreuses activités et faits d'armes, on a également Serge Passolonghi. Vous dirigez le lab d'innovation de Renault, installé dans la vallée. Ouais, et puis on essaiera de comprendre pourquoi Renault est ici à San Francisco. Vous allez tout nous dire tout à l'heure. Hein. Ça va venir. Et on a le plaisir d'avoir Alexandre Hague. Bonjour. Bonjour. Alors Alexandre Hague, vous êtes responsable du programme autopilote, donc plus ou moins autonome, chez Tesla. Et oui, Tesla qui est l'une des stars ici, de la Silicon Valley. Voilà. Tout à fait. On va en parler tout à l'heure. Peut-être première question pour Alexandre Bayen de Berkeley. Bon, la voiture autonome, pourquoi San Francisco a-t-on l'impression a le lead dans ce domaine-là? Je pense qu'il faut déjà concevoir la voiture autonome dans un contexte beaucoup plus riche des transports, puisque vous parliez donc des transports de demain. Je pense que la voiture autonome est une dimension, mais il y a les services, il y a la sécurité, il y a la mobilité comme un service, il y a les technologies, il y a les énergies. Donc, j'imagine qu'on va parler de tout ça aujourd'hui, mais c'est vrai que la voiture autonome, elle est née ici. En 1997, on a eu les premiers tests de conduite automatique qui étaient faits en Californie, qui ont été conduits par Berkeley, par des équipes qui sont toujours ici, en particulier le docteur Schladover. Et c'est vrai qu'avec un écosystème aussi riche qu'on a avec Google, avec toutes ces entreprises qui finalement ont pu amener cette réalité, finalement la Silicon Valley est restée un creuset où cette technologie est passée d'un projet purement recherche dans les années 90 à un produit qui est presque opérationnel. Alors on va entendre de la part de Tesla et de Renault, j'imagine, ce qu'il reste à faire pour que ça vienne. Le mot presque est important là. Je pense que voilà, on verra jusqu'où va le presque. On verra jusqu'où va le presque, exactement. Ouais. On va en parler. Justement, peut-être à notre autre Alexandre, celui de Tesla. C'est intéressant parce que vous faites partie des dirigeants de Tesla. Vous êtes français, francophone. Ça fait longtemps que vous êtes ici dans la Silicon Valley, Alexandre? Dans la Silicon Valley, ça fait 6 ans maintenant. J'avais vécu une première fois 3 ans il y a 15 ans. Et ça fait 6 ans que je suis ici. Cette fois-ci, j'étais rentré en France entre-temps. Et ça fait 1 an que je suis chez Tesla. 1 an chez Tesla, ça parfois représente plus 2-3 ans dans une vie normale. Et vous vous occupez de tout ce qui est de la partie autonome des voitures Tesla? Voilà, c'est ça. Donc on avait une grosse release. Il y a mise à jour. Mise à jour, pardon. Je vais avoir beaucoup d'anglicismes. Je m'excuse. On fait ça depuis 2 heures. Donc je m'excuse d'avance. C'est logique. N'hésitez pas à me corriger. Donc il y a 2 mois à peu près, on a fait une mise à jour de toutes nos voitures à travers le monde, avec la fonctionnalité autopilote, qui en gros permet à la voiture de rester dans sa voie et donc de conduire toute seule, de régler on n'a plus besoin d'appuyer sur les pédales, plus besoin de toucher le volant, la voiture reste dans sa voie. Donc pour l'instant c'est de l'assistance à la conduite. C'est pas encore une voiture complètement autonome. Le conducteur doit rester dans la boucle, doit prêter attention à ce qui se passe autour, mais dans les conditions normales, il y a plus besoin d'intervenir. Alors ce qui est incroyable, c'est que tout ça, c'est dû à une mise à jour, comme on met à jour un PC ou un smartphone, et là d'un coup, paf, alors la voiture n'est pas complètement autonome, mais pour certains modèles de Tesla qui sont assez récents, donc on se retrouve avec un panel, un matin on allume sa voiture et on se dit, voilà, écoutez les amis, vous avez une voiture qui est autonome, c'est ça? Ouais, complètement, et donc ça c'est souvent une expérience extraordinaire pour nos clients, qui en sont encore étonnés aujourd'hui. Donc toutes les voitures qui ont été produites depuis 1
an ont le matériel nécessaire pour supporter cette fonctionnalité. Et fin octobre, on a mis à jour les voitures. Et ça pose d'ailleurs des problèmes d'homologation aussi, parce qu'il n'y a aucun processus en place pour homologuer les voitures après leur livraison au client. Donc là, il faut qu'on travaille avec les autorités pour savoir comment on gère ce genre de choses. Parce qu'en gros, on peut mettre à jour les voitures avec des fonctionnalités qui n'ont pas été approuvées. Et donc, il y a toute une évolution de la législation aussi à faire à ce niveau-là. On va évoquer tout à l'heure, justement, quel est l'avenir de Tesla? Est-ce que vous croyez vraiment à la voiture autonome? Voilà. Mais on va évoquer ça dans un instant. Mais j'avais envie peut-être de poser la question à notre invité de Renault, donc Monsieur Passolunghi, c'est comme ça qu'on prononce votre nom, je sais pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui. Quand on entend comme ça Tesla qui, grâce à une mise à jour, change radicalement, enfin pas radicalement, mais d'une manière quand même assez importante, la manière dont on va appréhender un véhicule, qu'est-ce que vous en pensez chez Renault? C'est un élément très important de notre stratégie. Évidemment, Tesla, nous on les aime beaucoup parce qu'ils secouent un peu le cocotier. Ils défrichent, ils voient les choses différemment parce qu'ils ont démarré Greenfield. Comme on dit. Ils disruptent, comme on dit ici. Parce que c'est quand même incroyable. Chez vous, culturellement, c'est inenvisageable d'avoir une puce 4G qui mettrait à jour la voiture. Enfin, on l'envisage très bien. Ouais, même si c'est pas la réalité d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On va chez le garagiste, il faut mettre la valise. Enfin, voilà, c'est un truc. Oui, ou une carte SD ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Mais là, on est carrément dans une autre dimension. Oui, non, mais on a une stratégie sur la connectivité qui suit ce chemin-là, en effet. Mais c'est l'avenir, ça, vous pensez? Oui, l'over the air, comme on dit, la mise à jour, le download de mise à jour de software dans le véhicule, comme on le fait aujourd'hui. Quand le soir on se couche, on pose son smartphone sur la table de chevet. Le lendemain, il a de nouvelles apps et bien sûr. Donc le véhicule, ça sera comme ça aussi. C'est une stratégie qui est commune à tous les grands constructeurs automobiles aujourd'hui. Et ça va commencer sur les véhicules électriques, par exemple la Zoé ou d'autres modèles, ou est-ce que ça sera surtout les véhicules même thermiques, à votre avis? Alors, c'est évidemment plus facile sur un véhicule électrique parce qu'un véhicule électrique, il est branché souvent. Et ça veut dire que même quand on est chez nous, il est branché au réseau parce qu'il doit se recharger. Sur un véhicule thermique, ça veut dire qu'un over the air, on va consommer la batterie. Et la batterie, le matin, on en a quand même besoin pour redémarrer. Parce que si on démarre pas, parce qu'on a mis les mises à jour, c'est un peu embêtant. Que la mise à jour se fasse quand on roule, par exemple. C'est plus difficile, parce que ça prend du temps. Mais de toute façon, oui, plus facile sur du véhicule électrique, évidemment. Mais évidemment, on prévoit ça sur l'ensemble de la gamme, oui. D'accord. Et à quel horizon, à votre avis? Ça pourrait arriver quand, ça? Alors aujourd'hui, on a une roadmap qui nous fait changer l'ensemble de notre système connectivité, parce que il vaut mieux parler de système, parce que ça veut dire une voiture, ça veut dire du off-board, du cloud, en tout cas de l'intelligence débarquée, ça veut dire aussi de la connectivité, 4, 5G, LTE, mais tout ce système-là va être renouvelé à horizon 2018. D'accord. Tesla vous a donné, un coup de pied aux fesses un petit peu. Bien sûr. En termes de technologie, d'une nouvelle manière d'appréhender le véhicule. Non, mais c'est pour ça qu'on les aime. C'est pour ça qu'on les aime. Mais oui, bien sûr qu'ils ont disrupté, comme on dit, la façon dont on conçoit une voiture, et pas que sur le software, y compris sur l'électronique de puissance, sur l'architecture véhicule aussi. Oui. Romain Chaperon de l'atelier US veut poser une question. Oui, justement, Serge, vous êtes depuis 2013 le directeur de Renault Innovation Silicon Valley. Pourquoi un groupe franco-japonais comme Renault-Nissan a besoin d'être présent ici, dans la Silicon Valley? Parce que tout le monde est là. La conscience de la nécessité d'être dans la vallée remonte à 2008, même si on s'est installé en 2011. Tout simplement parce que vous savez qu'en 2008-2009, l'industrie automobile, comme d'autres, a eu quelques difficultés. Donc on a mis en place ça en 2011, sans idée vraiment préconçue à ce moment-là. Et depuis 2013, maintenant, on est vraiment intégré et je dirais empoweré. Je pense que c'est un mot qu'on peut utiliser un peu en français, en tout cas challengé par la maison mère sur un certain nombre de sujets et notamment connectivité, véhicules connectés, véhicules autonomes et nouvelle mobilité, comme on dit, c'est-à-dire nouveaux services. Ila ? Oui, j'avais une question pour Alexandre Bayen. De Berkeley. Vous êtes de Berkeley. Vous êtes un grand observateur des transports. À quoi ressemblent les transports à la fois d'aujourd'hui? Vous réfléchissez également à quoi pourraient ressembler les transports intelligents de demain.
à quel point nos transports aujourd'hui sont intelligents et à quel point seront-ils intelligents demain? Est-ce que ce sera un mix de plusieurs modes en termes d'usage? Comment imaginez-vous la voiture alors de demain? Déjà, la voiture, c'est plus que la voiture. On parle beaucoup de voitures, mais il faudra parler de camions, de bus et même d'autres véhicules. Donc ça, on va en parler un peu. Effectivement, comme vous l'avez dit... Des trucs qui volent ou pas aussi, non? Et pourquoi pas, la voiture qui vole. On nous l'avait promise pour les années 90. Ouais. Bon, il y a des petits retards dans les livraisons. Mais vous y croyez sincèrement bien sûr, on y croit, mais elle existe déjà. Et de même que la voiture automatique existait en 97, elle avait été testée sur l'autoroute 15 à San Diego. Même en caravane, il y en avait 8 avec 8 conducteurs qui mettaient les mains par la fenêtre et Al Gore qui a coupé le cordon pour la cérémonie. Mais si vous voulez, entre la construire et la produire, on a vraiment, là, on a plus de 15 ans. Donc, pour revenir à votre question, c'est vrai, à Berkeley, à l'Institut de recherche sur les transports, on essaie de voir un petit peu le futur. Et donc, votre question sur à quel point les véhicules sont intelligents, si vous voulez, il y a encore énormément d'intelligence à acquérir. Donc, aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur la voiture, mais il faut savoir qu'on a déjà des lignes de bus qui sont sans conducteur. Donc, par exemple, à Eugène, dans l'Oregon, Berkeley a mis en place un bus et donc le conducteur, en fait, ne touche pas le volant. Alors évidemment, c'est un petit peu surprenant pour les passagers, mais ça marche très bien. Mais il y a toujours un conducteur à l'intérieur. Bien sûr, pour les mêmes raisons qu'Alexandre évoquait pour la Tesla. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une... socialement, on va dire que c'est pas acceptable de ne pas avoir un conducteur, même si le conducteur ne fait rien. C'est-à-dire que technologiquement, c'est acceptable. Technologiquement, c'est acceptable. Nous ne sommes pas prêts, en fait, voilà, c'est ça. On n'est pas prêts. C'est du même type que qui est prêt à monter dans un drone. Sans pilote. Il y a encore, je pense, aujourd'hui on peut le faire dans le métro, il y a plein de métros dans le monde qui ont plus de conducteurs. Notamment la ligne 14 à Paris qui se conduit toute seule. Et beaucoup d'aéroports, le MRT à Singapour, etc. Alors d'autres, puisque vous parlez du futur... Mais ça va venir ou pas ça, Alexandre? C'est-à-dire que petit à petit, je veux dire, on va s'imbiber de toutes ces nouvelles technologies. Et ça sera plus un problème, le fait de monter dans un bus qui n'aura plus de conducteur. Absolument, absolument. C'est vraiment, c'est culturellement quelque chose qui va mettre du temps. Mais si vous voulez, il y avait une époque où les gens avaient peur de prendre le train. Et donc aujourd'hui, voilà. Et donc deux autres exemples très rapides avant de repasser la parole à Alexandre. Pareil pour les camions. On a déjà des camions qui fonctionnent en platoon, en caravane, de manière automatisée. On a même des chasse-neige sans conducteur. Vous imaginez un chasse-neige sans conducteur aujourd'hui? Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence à acquérir d'un point de vue technologique, et peut-être que dans la deuxième partie de l'émission, on parlera aussi de l'intelligence humaine, c'est-à-dire que quand on voit l'émergence des services comme Uber, etc., c'est plus que de la robotique, parce que maintenant on a l'humain dans la boucle. Waze aussi, notamment. Waze, bien sûr, tout à fait, dont on pourra parler plus tard. Alexandre. Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Alexandre. Homonyme, et à la fois sur la partie connectée et sur la partie acceptance, comment on dit en français? Acceptation. Donc effectivement l'approche de Tesla, c'est on est bien conscient de cette limite d'acceptation par le grand public et par le législateur. Et l'approche, en fait, c'est vraiment de collecter un maximum de données, un maximum de données pour démontrer que la conduite autonome, en fait, est plus sûre que la conduite manuelle. Et, vous en êtes persuadé aujourd'hui? Non, aujourd'hui, c'est pas le cas encore, mais ça va venir rapidement. Et l'humain est meilleur que on va dire l'intelligence artificielle pour conduire un véhicule. Alors aujourd'hui, c'est clair, il y a absolument aucune question que l'humain est meilleur que la machine. Par contre, la machine fait de gros progrès et rapidement la machine va être meilleure. C'est un peu comme les échecs dans les années 80 ou 2000. Alors, il arrivait de Deep Blue. Voilà, non, mais c'est vrai. Il y a eu un avant et après, on va dire la bataille et la victoire d'IBM, c'était IBM, je crois, contre l'humain dans le domaine des échecs. Et alors, ce que je veux dire, c'est que là où l'ordinateur a un avantage phénoménal, c'est qu'il ne boit pas, il ne texte pas et il ne dort pas. Et donc c'est comme ça que l'ordinateur va gagner le début de la bataille, c'est parce que il va être en moyenne plus sûr que le conducteur moyen. Et donc c'est là où je voulais rebondir sur la partie connectée. Donc, ce que tout le monde voit assez bien, c'est que la partie connectée, ça permet de mettre à jour le véhicule, de proposer de nouvelles fonctionnalités, etc. Et il y a toute la partie upload aussi qui permet de remonter des données et notamment de pouvoir conduire avec le mode autonome inactif, mais en fait qui tourne derrière pour savoir ce qu'il aurait fait. Et ça permet de comparer le mode autonome avec ce que fait le conducteur. Et du coup, après, on peut accumuler des centaines de millions de kilomètres en disant, voilà, sur 200 millions de kilomètres, on a eu X accidents,
le système, l'ordinateur, on aurait eu 10 fois moins ou quelque chose comme ça. Et du coup, là, on aura des arguments clairs vis-à-vis du grand public et vis-à-vis du législateur pour dire, je pense que là, il faut y aller parce qu'on va sauver des vies, quoi. Alors, vous restez avec nous, messieurs. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier sur BFM Business. Et vous allez nous dire, quand est-ce que vous imaginez cette vraie voiture autonome? Est-ce que ça aura un sens pour tout aussi, une voiture autonome, hein? Franchement, voilà, on peut se poser la question. On en parle dans un instant avec nos invités de Tesla, de Renault et de Berkeley. À tout de suite, l'atelier de... L'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business. C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Un atelier exceptionnel puisque nous sommes à San Francisco, vous le savez, et avec nos invités prestigieux, à la fois Tesla, Renault et Berkeley. On évoque, Lila, aujourd'hui, la voiture de demain qui sera forcément autonome. Et évidemment, on se pose tous la question, quand est-ce qu'elle va arriver, cette voiture autonome? Alors, c'est ça. à la fois ça et quel impact ça va représenter sur nos usages. J'avais une question un peu à lancer à ces messieurs à la ronde. Qu'est-ce que ça va changer à la fois pour notre vie privée, le véhicule autonome et également professionnel? Est-ce qu'on n'aura pas une difficulté à séparer ces deux sphères? Serge Passolonghi, par exemple, de Renault. Ok, je pense que c'est une question intéressante et ça revient à ce que disait Alex Bayen en début. Certes, on est au milieu de la tech ici et donc on parle beaucoup de tech, mais en fait, il faut voir ces briques technologiques que sont l'automatisation, la connectivité et le zéro émission aussi. Hein. C'est nos trois focus stratégiques dans l'Alliance. Hein. Mais ça, avec l'électricité, on va régler le problème. Le zéro émission. Bien sûr, c'est bien de savoir. Quand je parle zéro emission véhicule, la stratégie de l'Alliance, c'est bien d'aller vers l'électrique. D'accord. On est quand même leader mondiaux. Hein. Désolé pour mon collègue, mais on reste leader mondiaux en volume. Faites attention parce que ça va vite progresser, hein, Tesla. Donc ces trois briques sont importantes puisqu'en fait, ce qui compte, c'est que grâce à ces trois briques, on va développer une nouvelle façon d'imaginer le transport et d'imaginer finalement les services. Et c'est une rupture importante pour un constructeur comme Renault-Nissan, puisqu'on a plus de 100 ans de production et de vente de produits. Et donc aujourd'hui, la réflexion stratégique qui va venir très vite, hein, c'est bien de se dire comment est-ce que on shift, on va vers de la vente de services. Donc je pense que en termes de vie privée ou vie professionnelle, d'ailleurs je vois pas tellement bien la perméabilité à laquelle vous faisiez allusion, mais oui, ça va beaucoup changer. De toute façon, il y a qu'à voir comment aujourd'hui les générations Y ou Z consomment du transport. Finalement, pour eux, la voiture, c'est quoi? C'est une app sur un smartphone. Ce qui est très intéressant avec l'émergence du véhicule autonome, c'est que quand il sera prévalent et qu'on aura des proportions vraiment très élevées, ça va changer la planification urbaine. Pourquoi? Parce que ce véhicule va changer la valeur de votre temps. Si vous pouvez lire le journal ou travailler dans la voiture, finalement, vous pouvez habiter 2 heures plus loin puisque vous avez un bureau qui roule. Et on a comme c'est le cas déjà avec le TGV ou l'avion. Exactement. Et donc, nous, on a beaucoup de gens chez nous, comme par exemple Daniel McFadden, qui est le prix Nobel d'économie, qui font de l'économie du transport pour comprendre finalement à quoi ça va conduire. Et on a 2 scénarios, on pourrait dire le scénario paradisiaque et le scénario film d'horreur. Dans un scénario paradisiaque, en fait, tout le monde travaille et on peut même arriver à réduire les bouchons. Et dans l'autre, on a des autoroutes complètement congestionnées de véhicules vides qui viennent chercher les gens et qui congestionnent ceux qui sont dessus. La réalité, elle sera entre les deux, mais aujourd'hui, les planificateurs et les gens qui font l'urbanisme ne savent pas finalement où est-ce qu'on va atterrir sur ce spectre. Est-ce que le big data peut nous sauver là dans ce cas précis? Tout à fait, parce que quand vous avez des flux considérables de voitures, hein, typiquement en Californie, c'est 2000 voitures par voie sur une autoroute par heure, donc vous faites la multiplication, c'est absolument considérable. L'intelligence artificielle, le contrôle et l'optimisation vont nous apporter des réponses avec les économistes du transport pour comprendre finalement comment réguler ces flux. Mais qui aura une voiture autonome, à votre avis, Alexandre? Les riches cadres qui pourront se payer ce genre de véhicule? Est-ce que ça sera forcément cher ou pas? Là, je pense qu'il y a beaucoup de modèles et je pense qu'à la limite même Alexandre ou Serge seraient plus à même à répondre parce que finalement toutes les compagnies ont leur propre plan. Mais je pense que de toute manière, l'ownership des véhicules sera réparti en diverses couches. Alors effectivement, Tesla c'est aujourd'hui le haut du marché, mais on peut tout à fait voir des compagnies de taxi et d'autres d'ailleurs s'engager de manière très agressive là-dedans. Robin. Oui, François, vous parliez d'adoption massive. Justement, j'ai une question pour vous trois, messieurs.
Quand on parle d'adoption massive, mais justement, avant cette adoption massive des véhicules autonomes, quelle va être la principale barrière à lever? Est-ce que c'est les questions de hacking, de sécurité? Est-ce que c'est la peur des citoyens de monter dans une voiture sans chauffeur? Alexandre Drag de Tesla. C'est une bonne question. Je ne pense pas que ce sera le prix, parce que le prix du matériel sera pas énorme. On parlera de quelques milliers de dollars ou d'euros. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui seront vraiment prêts à payer ça. Le gros des coûts seront en logiciel et donc seront répartis sur une grosse masse. Et donc pour le client final, ce sera tout à fait acceptable. Le côté psychologique, c'est une bonne question, mais je pense, vu mon expérience, vu les retours qu'on a sur les 2 derniers mois de la version autopilot de Tesla. Les retours sont vraiment positifs et les gens en demandent vraiment plus. Donc je me fais pas trop de soucis de ce niveau-là. Comme je mentionnais avant, le côté législation, là je pense que ce sera beaucoup plus long à convaincre le législateur. Et voilà, donc je pense que ça répond à votre question. Alexandre Drag, juste une petite question concernant le positionnement aujourd'hui de Tesla. C'est vrai que vous faites des véhicules plutôt haut de gamme, on va dire, mais est-ce que c'est vraiment la philosophie de Tesla ou est-ce que demain vous voulez, tout comme aujourd'hui chez Renault on trouve une Zoé à 20 000 euros, quelque chose comme ça, peut-être même moins avec les aides de l'État, arriver à ce segment de prix? Donc non, complètement la stratégie de Tesla, c'est d'avoir un vrai impact sur le monde, et donc c'est pas en vendant quelques centaines de milliers de voitures par an. À 100 000 euros, voilà. Ou 100 000 $. C'est parce que c'est 100 000 euros qu'on pourra en vendre que quelques centaines de milliers. Voilà, c'est ça. Ça commence un peu moins cher, quand même. Mais enfin, si on veut 2-3 options et un peu plus d'autonomie, ça grimpe vite. Ça va vite, mais là, ça commence à, je crois, 75 000 ou c'est comme ça. Mais non, la stratégie, c'est clairement, donc là, on a clairement annoncé notre modèle 3, dont on montrera un prototype en mars et qui sera disponible en 2017 et qui sera dans les 35 000 euros, donc beaucoup plus accessible. Donc 2 fois moins cher que le modèle d'aujourd'hui. Complètement, en fait. complètement. Ouais. Et ça sera plus une citadine, c'est ça? Un petit peu plus petite, ouais. Encore pas une petite citadine comme on voit en France, mais une voiture intermédiaire, je sais pas, pour pas citer la concurrence, une genre A4 ou série 3 ou des choses comme ça. Serge de chez Renault, ça vous fait un peu peur de voir Tesla vouloir envahir même un segment que vous touchez aujourd'hui avec l'électrique? Non, ça ne me fait pas peur. L'industrie automobile est une industrie d'optimistes et donc bienvenue à la compétition, bien sûr. Ouais, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Ça a l'air assez évident que la traction électrique, c'est le futur. Une fois qu'on a été dans une voiture électrique, ça a l'air assez évident que le futur est là. Et c'est juste une question de combien de temps ça va prendre et pour baisser les prix. Mais la technologie est évidente quand même. Lila ? Concernant l'adoption et le déploiement des véhicules autonomes, quel est votre pronostic? Est-ce que vous pensez que le véhicule autonome va d'abord faire son incursion sur les sites industriels privés? Est-ce que ça avant va d'arriver dans le grand public, c'est ça? Exactement. Lila. Alors 30 secondes chacun, s'il vous plaît, parce qu'on est un peu pressé. Je pense que vous avez dit les 2 mots-clés qui sont essentiels. Donc, d'une part, les verticaux, effectivement, dans des communautés fermées, dans des usines, dans des endroits qui sont bien protégés. Et d'autre part, autonomie partielle, puisque je pense que la fonctionnalité réduite, le fait qu'on puisse détacher les mains du volant, mais on fait quand même, on garde un contrôle latéral, c'est essentiel. Donc, je pense que les deux voies de progression de l'autonomie, c'est vraiment des verticaux très réduits dans lesquels il y a des contraintes de sécurité bien, comme les bus automatiques, et des fonctionnalités réduites où on peut avoir des caravanes de camions automatiques, mais dans lequel le conducteur garde sans même un certain contrôle sur l'autonomie. Serge Passolonghi. L'adoption, elle vient aussi de la valeur qu'on propose aux clients et des roadmaps que l'on va proposer sur la façon dont on va amener tout ça. Nous, on pense réellement que la valeur sera réellement utile pour le conducteur quand on sera vraiment dans un mode eyes-off, c'est-à-dire qu'on pourra effectivement faire autre chose pendant que la voiture conduit complètement. Et là, ça aura du sens. Ce qui veut dire que sur cette question d'adoption, il y a évidemment l'intégration progressive, mais il y a aussi le public, les États doivent s'occuper très sérieusement, et nous aussi, de cette question de où est la responsabilité quand c'est un robot de marque Renault qui est en train de conduire? Est-ce que c'est Renault, est-ce que c'est l'assurance? Le gros challenge, il est là. Le gros challenge, il est là, considérant que c'est eyes-off qui reste la valeur ultime. Alexandre Drag, le mot de la fin. Oui, tout à fait d'accord. Eyes-off, c'est la partie utile. Et le point qui va être un petit peu difficile, c'est justement les étapes intermédiaires où on va réussir à faire eyes-off assez rapidement sur autoroute. Alors, eyes-off, ça veut dire sans regarder en fait la route, c'est ça, en gros? Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez officiellement texter, sortir votre ordinateur, sortir votre livre, sortir votre sandwich, ce que vous voulez. Vous l'avez les dents. Et la voiture a pas besoin de vous, ou si elle a besoin de vous, elle vous donne suffisamment d'avertissement pour que vous ayez le temps de poser ce que vous êtes en train de faire et de reprendre les choses en main.
Et donc sur autoroute, je vois ça assez rapidement, à mon avis vraiment quelques années, pas plus. Par contre, tout ce qui va être urbain et interurbain, route de campagne, etc., ça sera beaucoup plus dur. Et du coup, il y aura un petit passage difficile où il faudra que le conducteur comprenne bien quand est-ce qu'il peut faire autre chose et quand est-ce qu'on a besoin de lui. Là, il y a encore quelques détails techniques à résoudre. Très bien. Alexandre Barine de Berkeley, merci beaucoup. On remercie Alexandre Hague aussi, donc, de chez Tesla. Et à vous, Serge Passolonghi de Renault. Merci à tous les trois. Merci. L'atelier se poursuit dans un instant. Et restez là parce que on va vous réserver un grand moment avec un invité exceptionnel. Il s'agit de Luc Julia, qui est en fait le VP Innovation chez Samsung. Et il va nous expliquer la stratégie des objets connectés chez Samsung, qui est quand même l'un des constructeurs, on va dire, très important dans le domaine de l'électronique. À tout de suite sur BFM Business pour la suite de l'atelier.